À la une de cette édition, la Banque africaine de développement a présenté le rapport Perspectives économiques en Afrique 2023 ce mercredi 24 mai. Le rapport annonce une croissance de 4%. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural de Côte d'Ivoire a annoncé ce mercredi les prix du coton pour la campagne 2023-2024. Les prix du coton graine sont fixés à 310 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et à 285 francs CFA le kilogramme pour le deuxième choix. La troisième édition des Journées de la fonction publique en Côte d'Ivoire aura lieu du 19 au 23 juin 2023 autour du thème « Fonctionnaires et transformation du service public ». L'édition 2023 aura pour pays invité le Togo. Bienvenue, Madame, Monsieur, pour ce rendez-vous de l'information sur Business 24 Africa. C'est un plaisir de vous retrouver. Ouvrons cette édition avec les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui se tiennent à Sharm el-Sheikh en Égypte. Ce mercredi, la BAD a présenté le rapport Perspectives économiques en Afrique 2023. Un rapport qui contient une bonne nouvelle. L'Afrique aura une croissance de 4% en 2023. Toutefois, les risques sont nombreux selon les analyses des experts de la Banque africaine de développement. Plus d'informations sur le rapport avec notre envoyé spécial, Jean-Charles Sibaï. Chaque année, lors des assemblées annuelles du groupe de la BAD, c'est le rapport le plus attendu. Perspectives économiques de l'Afrique a été présenté ce mercredi à Sharm el-Sheikh en Égypte. Une bonne nouvelle dans ce rapport. Les experts de la Banque africaine de développement prévoient une croissance de 4% en 2023. Mieux, ils tablent même sur une consolidation de 4,3% en 2024. Ce qui traduit la résistance continue du continent au choc, estime la BAD. Cette résistance sera boostée par les améliorations attendues des conditions économiques mondiales alimentées par la réouverture de la Chine et un ajustement à la baisse des taux d'intérêt à mesure que les effets du resserrement de la politique monétaire sur l'inflation commenceront à porter leurs fruits, indique le rapport. Je retiens que la bonne nouvelle qui est dans ce rapport, c'est que malgré tous les facteurs de risque, malgré tous les vents contraires contre l'Afrique, la croissance africaine résiste, et non seulement elle résiste, mais elle est au-dessus ou autour de la moyenne mondiale, ce qui est très bien. Et c'est d'autant plus important quand on sait tous les défis qu'il reste en Afrique, le défi de l'inflation, le défi aussi de la sécheresse dans une partie de l'Afrique. Mais malgré tout cela, la croissance reste forte. Et je crois que c'est ça le message important de ce rapport sur les grands chiffres. Après, il y a aussi beaucoup de choses sur la façon dont on utilise le secteur privé en Afrique. Et je pense que là, c'est vraiment aussi un message très important de dire l'argent public, bien sûr, on y pense toujours pour soutenir la croissance, pour aider au développement. Mais l'argent public, il a toujours une fin. Et c'est la fin de ce que les contribuables peuvent payer. Par contre, si on veut aller plus loin, si on veut vraiment financer tous les projets et tous les besoins de l'Afrique qui sont immenses, on le sait bien, on a besoin du secteur privé. Et c'est là-dessus que le rapport insiste, et il insiste à mon avis avec raison, sur le fait qu'il faut trouver les moyens d'aller chercher cet argent privé. Toutefois, les risques de décoration de ces perspectives sont bien réels. La prolongation du conflit russo-ukrainien et l'appréciation du dollar qui risque d'exacerber les coûts du service de la dette et pourrait accroître le risque de surendettement. La boussole perspective économique de l'Afrique 2023 de la BAD est donc à portée de main. Il préconise les actions politiques à mettre en œuvre à l'échelle nationale et régionale afin d'aider les économies africaines à atténuer les risques cumulés. Restons à Sharm el-Sheikh et aux assemblées annuelles de la BAD où un forum sur les arriérés de la dette du Zimbabwe s'est tenu ce mercredi. Le forum était une plateforme de dialogue entre les créanciers et le Zimbabwe sur la médiation du président de la BAD, Dr Adesina, et l'ancien président du Mozambique, Joaquim Chissaro. Je sais que je vous dois et je n'ai pas dit non plus que je ne rembourse pas. Donnez-moi un peu de temps, je m'engage à mettre en œuvre les réformes nécessaires. Voici de façon anecdotique le message du président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, aux créanciers.
Un engagement pris lors de ce forum sur les arriérés de la dette du Zimbabwe qui s'est tenu en marge des assemblées annuelles de la BAD à Sharm el-Sheikh en Égypte. C'est que le pays croule sous le poids de la dette et des sanctions économiques imposées par l'Occident. Sur les 5,7 milliards de dollars de dettes bilatérales, 69% sont dus à des arriérés. Même si les 2,6 milliards de dettes multilatérales, 91% représentent les arriérés. Depuis, le pays est rentré en dialogue avec ses créanciers et est aidé par le président de la Banque africaine de développement et par l'ancien président mozambicain Joaquim Chissano. Ces deux médiateurs rassurent le Club de Paris et les créanciers américains que le Zimbabwe mettra en œuvre les réformes nécessaires pour rembourser ses arriérés. Il s'agit entre autres de la bonne gouvernance, l'état de droit, l'équité et de la justice pour les agriculteurs commerciaux qui ont été dépossédés de leurs terres et pour lesquels, selon les créanciers du Zimbabwe, il existe un besoin évident de restitution et d'indemnisation qui s'élève à 3,5 milliards de dollars. Les créanciers de l'ex-grenier de l'Afrique promettent de desserrer la pression si les réformes sont mises en œuvre. Autre condition, l'élection présidentielle d'août prochain, que les bailleurs se satisferaient de la voir transparente, libre, ouverte et sans violence. De retour en Côte d'Ivoire, intéressons-nous au prix du coton pour la campagne 2023-2024. Les prix du coton graine sont fixés à 310 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et à 285 francs CFA le kilogramme pour le deuxième choix, soit la reconduction des prix de la campagne précédente. L'annonce des prix a été faite par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural ce mercredi 24 mai face à la presse nationale et internationale. Pour soutenir la mobilisation des producteurs, le gouvernement a décidé, parce que là je vais parler du prix du coton, de maintenir les prix au même niveau que la campagne précédente. Ainsi, les prix d'achat de coton graine au titre de la campagne 2023-2024 sont fixés comme suit. 310 francs par kilogramme le coton graine de premier choix, je répète, 310 francs CFA par kilogramme le coton graine de premier choix et 285 francs CFA par kilogramme le coton graine de deuxième choix. Ces prix sont les plus élevés de tous les pays producteurs de coton de la sous-région. Quand même, ça mérite quoi? Vous allez partout dans la sous-région, vous allez vous rendre compte que les prix de la Côte d'Ivoire par rapport au kilogramme de coton sont les plus élevés. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, permettez-moi, en votre nom, de faire une adresse particulière au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui ne cesse, à travers ses soutiens, d'améliorer la qualité de vie de nos populations, notamment celle de nos parents producteurs. Et puis la 3e édition des Journées de la fonction publique se tiendra du 19 au 23 juin 2023 autour du thème « Fonctionnaires et transformation du service public ».
Ces informations ont été données ce jeudi lors de la cérémonie de lancement des journées de la fonction publique à la primature. L'édition 2023, qui aura pour pays invité le Togo, annonce plusieurs innovations. Les détails dans ce compte rendu signé Diane Cablancan et Augustin Kra. L'arrimage à la journée de la fonction publique à celle des Nations Unies, qui se tient le 23 juin de chaque année, l'implication des membres du corps préfectoral en vue d'une déconcentration des activités en région, l'organisation des activités ludiques pour une meilleure communion avec les fonctionnaires et les populations sont entre autres les grandes innovations de la 3e édition des Journées de la fonction publique. La cérémonie de lancement marque le début d'une série d'activités destinées à célébrer et à promouvoir le rôle crucial que joue la fonction publique dans le développement du pays. Plusieurs personnalités ont assisté à cette cérémonie, notamment la ministre de la fonction publique, des fonctionnaires, des membres de la société civile et des partenaires internationaux. Les JFP 2023 enregistreront la participation d'une délégation togolaise, pays invité d'honneur. Ainsi, à l'image de la célébration de cette journée mondiale, le service public et ses animateurs seront célébrés dans notre pays pour ensemble réaffirmer notre engagement à bâtir une administration meilleure. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de ces journées de la fonction publique, notamment des séances de formation destinées aux fonctionnaires, des tables rondes sur des sujets liés à la fonction publique et des expositions présentant les réalisations et les défis de la fonction publique en Côte d'Ivoire. La célébration des journées de la fonction publique 2023 en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement ivoirien de renforcer l'efficacité et l'efficience de la fonction publique pour un développement durable et inclusif du pays. Transition énergétique et solutions adaptées aux circonstances portuaires africaines. Retour d'expérience. Ceci est le thème d'un séminaire de réflexion à l'initiative du CREMPOL, Centre de recherche maritime, portuaire et logistique. Objectif de ce centre créé par l'Académie des sciences et techniques de la mer, s'inspirer des méthodes qui marchent pour un amorçage en douceur vers une activité portuaire sans carbone. Issa Badini et Augustin Kra pour le compte rendu. Comment mieux préparer les secteurs maritimes dans l'amorce de la transition énergétique? C'est en substance les sujets sur la table de réflexion dans cette salle de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Plusieurs panélistes, tous des experts maritimes ou de l'administration portière, tous également convaincus de ce que la question ne soit plus est-ce qu'on va aller à la décarbonation, mais plutôt comment y aller. Effectivement, ce n'est plus une option de décarboner et d'assurer la transition énergétique. Maintenant, c'est le modèle d'affaires et le modèle économique durable pour les autorités publiques, pour les politiques publiques. Et donc, on a discuté aujourd'hui des partenariats publics-privés et de l'engagement des opérateurs privés aux côtés des autorités publiques pour garantir que cette transition énergétique soit effective sur les ports africains. Il était important que nous voyons aussi, c'est important de voir ce qui vient d'ailleurs. Donc, qu'on a des ports comme Tangemed, qui n'est plus à présenter, qui est une référence même mondiale en la matière, qu'on a un retour d'expérience de ces ports-là, je pense que ça nous donne aussi matière de réflexion et d'action dans nos ports respectifs. Venus de France, de la Tunisie, de Tangemed au Maroc ou des ports d'Abidjan et de San Pedro pour nourrir la réflexion sur le port durable, autrement l'avenir maritime. Le directeur général de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, patron de la rencontre, ne pouvait pas mieux rêver. Nous sommes satisfaits parce que d'abord ceux qui sont intervenus sont des personnes de haute qualité, hein, sont des universitaires, mais également des praticiens, des portuaires, des gens qui ont voilà. Donc il y a des expériences pratiques qui sont là, mais également des chercheurs qui ont travaillé sur la question. Donc nous sommes totalement satisfaits de cette participation. Créé en 2018, le Centre de recherche maritime, portière et logistique, initiateur du séminaire, s'est résolument engagé à la réflexion afin d'apporter du grain à moudre aux décideurs du secteur maritime. Les thèmes de ces jours: transition énergétique et solutions adaptées aux circonstances portières africaines, retour d'expérience,
avait déjà été abordé ici même en mars dernier. Bien que soumis à la décarbonation comme tous les autres continents du monde, l'Afrique, il faut le souligner, est un tout petit polière. Seulement un peu plus de 2% et ne représente que 3% du commerce mondial. Inclusion numérique dans l'industrie maritime, défis et opportunités pour le secteur. C'est sur ce thème que la plateforme des femmes du secteur maritime de Côte d'Ivoire a lancé officiellement ses activités dans le pays. Objectif, promouvoir les métiers maritimes et portuaires exercés par les femmes à travers plusieurs initiatives visant à leur permettre de mieux se faire entendre, d'occuper des postes de décision et de répondre aux défis de leur secteur. La cérémonie de lancement a mobilisé plusieurs personnalités et la présidente de la plateforme a été investie par la même occasion. Zénab Dosso, Ezekiel Seri. C'est le top départ pour l'Association des femmes du secteur maritime en Côte d'Ivoire. Après cette cérémonie de lancement officiel des activités et l'investiture de la présidente, Colonel Beda Hortense, administrateur et chef des affaires maritimes et portuaires, inspecteur de service, WIMA Côte d'Ivoire, Women in Maritime ou encore Femmes du secteur maritime est la plateforme qui lui permettra, avec son équipe, de promouvoir les métiers du secteur maritime et portuaire et inciter la gente féminine à s'y intéresser. Aux côtés des femmes, la présidente continentale de WIM Afrique, venue apporter son soutien à l'Association des femmes du secteur maritime en procédant à l'investiture de la présidente nationale. Je reste convaincue que WIMA Côte d'Ivoire mettra tout en œuvre pour mobiliser toutes les femmes du secteur maritime et portuaire afin d'atteindre les objectifs que WIMA Africa s'est fixés. Alors déjà, nous allons procéder avec les partenaires, bien sûr, à des renforcements de capacités. Parce que pour la question de la pollution maritime, tout dépend de nous-mêmes. C'est nous qui utilisons les déchets plastiques et qui se retrouvent dans nos océans. Conformément aux objectifs que se sont assignés les femmes de relever les défis auxquels elles sont confrontées, le directeur général de la DGAMP, Direction générale des affaires maritimes et portuaires, s'engage à les soutenir dans leur élan. Donc c'est une organisation, j'allais dire, du domaine maritime, donc c'est à nous de pouvoir les soutenir. Pour rappel, WIMA Côte d'Ivoire est une association de femmes du secteur maritime et portuaire née depuis l'année 2022, visant à contribuer au renforcement des capacités de celles-ci et au développement de l'économie bleue. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable de Côte d'Ivoire a organisé en marge des 50 ans de la journée de l'environnement prévu le 5 juin à Abidjan un atelier d'information et de sensibilisation des hommes et femmes des médias et des organisations non gouvernementales sur les solutions à la pollution plastique. L'objectif, présenter l'état des lieux de la gestion des plastiques en Côte d'Ivoire, proposer des solutions, les solutions du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, ainsi qu'offrir un cadre d'échange, d'écoute et de partage. Michel Brou et Ezekiel Seri. En finir avec la culture du jetable, promouvoir le recyclage en intégrant une économie circulaire. Des éléments essentiels à la préservation de l'environnement dans l'atteinte des objectifs de lutte contre la pollution plastique de l'environnement. Ce sont là quelques orientations qui ont été données au cours de l'atelier dédié aux hommes des médias. 400 000 tonnes de déchets plastiques sont produits par la Côte d'Ivoire chaque année. 50% de ces déchets sont directement déversés dans la rue et 20% sont triés et recyclés. Un taux qui implique la responsabilité des médias en leur conférant une part active dans le processus de sensibilisation du grand public aux enjeux de la pollution plastique. Dans le cadre de la journée mondiale de l'environnement, vous savez bien, le thème c'est la solution ou les solutions à la pollution plastique. Et cette journée, son objectif c'est surtout d'informer et de sensibiliser les populations ivoiriennes. Et on ne peut arriver à un tel objectif que si nous avons un partenariat avec
les organes de presse, avec les médias. Cette année, ce n'est pas sur la pollution. On a assez de données scientifiques, on a assez de connaissances, d'informations, mais on cherche des solutions à la pollution plastique. Et c'est pour ça qu'on associe tout le monde. Le secteur privé est quand même un des acteurs principaux, parce que le secteur privé produit ces déchets plastiques. Donc il est essentiel qu'il soit dans cette dynamique-là pour repenser la façon de produire le plastique. Cet atelier a été une occasion de rassembler les différents acteurs de la société civile et de mettre en commun des idées et des initiatives pour protéger notre environnement et notre santé, des mesures concrètes pour réduire la pollution plastique et garantir un avenir plus durable aux générations futures. Rendons-nous à présent à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, pour nous intéresser à l'actualité du Sénat de Côte d'Ivoire. L'institution a reçu mercredi 24 mai 2023 Dr Traoré Bakary, directeur de cabinet du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, pour une séance d'information parlementaire sur le thème « Exigences et éthique de la bonne gouvernance ». Rôle des parlementaires. Au cours de la séance, Dr Traoré a présenté aux sénateurs les résultats obtenus par la Côte d'Ivoire en matière de promotion de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption depuis la mise en place de la haute autorité. Charles Kouakou, Pierre Tebeu. Au cours de cette séance, présidée par Kofi Moïse, président de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat, Dr Traoré Bakary a présenté les résultats obtenus par la Côte d'Ivoire en matière de promotion de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption depuis la mise en place de la haute autorité. Il a par ailleurs insisté sur les principes et exigences de la bonne gouvernance. Il a également saisi l'occasion de cette séance pour saluer le Sénat qui s'est doté d'un code de déontologie. Cette séance d'information parlementaire a permis, à travers les questions et les contributions, d'informer suffisamment les sénateurs sur leur rôle dans la promotion de la bonne gouvernance et dans la lutte contre la corruption. Cette séance est très importante pour le président Ngolo parce que c'est une occasion pour lui de partager les résultats que la Côte d'Ivoire a pu avoir en matière de promotion de la bonne gouvernance et en matière de lutte contre la corruption depuis que la haute autorité a été créée. Et donc ces résultats, je les ai présentés aux sénateurs et j'ai profité de l'occasion pour leur expliquer les principes de gouvernance, les exigences de la bonne gouvernance et surtout aussi l'importance de l'éthique en matière de gouvernance. Il faut noter que le gouvernement ivoirien a entrepris ces dernières années des réformes visant l'amélioration de la gouvernance en renforçant notamment le dispositif juridique et institutionnel de prévention et de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Toujours à Yamoussoukro, la commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire a reçu mardi 23 mai 2023 Kakou Ouadja Léon Adom, ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, pour l'examen de 11 projets de loi. Au terme des échanges, les 11 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité des membres présents de la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Charles Kouakou, commentaire Michel Boukou. C'est Touré Manenja, épouse Diabaté, présidente de la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de la Côte d'Ivoire, qui a présidé cette séance, au cours de laquelle le ministre a expliqué les objectifs et la portée de ces différents tests, dont 9 concernent des ratifications de conventions ou d'accords internationaux. Un est relatif à l'adhésion de la Côte d'Ivoire à un protocole sur l'abolition de la peine de mort et un est relatif au statut de réfugié. Pour ce dernier cité, le ministre a appelé les Ivoiriens à faire preuve d'humanisme en acceptant les réfugiés sur notre sol. Au terme des échanges, les 11 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité des membres présents de la commission. C'est vraiment dommage que cette initiative de notre Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, du gouvernement ivoirien qui devrait être plutôt salué, suscite tant de réactions négatives. N'ayons pas la mémoire courte.
ceux qui se plaignent aujourd'hui étaient, il n'y a pas encore longtemps, en exil. Aujourd'hui, il y a une situation difficile chez nos frères. Ce sont des frères. Nous ne devons pas oublier que ça n'arrive pas qu'aux autres. Après les travaux, le ministre a visité l'exposition photo du Sénat ainsi que le siège de l'institution. Rendons-nous dans le village de Panzarani, village situé à une vingtaine de kilomètres de Bouna, avant de refermer cette édition. Le village a doté son école primaire d'un nouveau bâtiment pour les tout-petits de la maternelle. Cet édifice est le résultat d'un besoin exprimé par les communautés dans le cadre du projet d'amélioration des prestations de services éducatifs. Walter Kofi, Ismaël Doza. Dans le village de Panzarani, les femmes pourront désormais vaquer à leurs tâches ménagères et les hommes s'occuper des travaux champêtres, sans avoir à leur charge leurs enfants en bas âge. Ces derniers sont tous cantonnés dans ce bâtiment, la classe de maternelle de l'EPP Panzarani. En classe, des enfants égayés et qui entrent le cours de graphisme, faire le bibliothécaire ou le pharmacien, trouvent de quoi s'occuper. Ce bâtiment du préscolaire et les méthodes qui y sont distribuées sont issus du projet d'amélioration des prestations de services éducatifs, PAPS. Bon, au niveau du PAPS, en lecture, nous avons 3 phases didactiques. Le jeu, le tu et le jeu, le nous et le tu. Mathématiques, nous avons 3 pratiques. C'est-à-dire en enseignant des mathématiques, on fait la manipulation. Les enfants doivent d'abord manipuler, ensuite schématiser. Il faut dire que la construction du bâtiment du préscolaire a été le choix des communautés villageoises qui ont aussi œuvré à la réhabilitation des toilettes. Le PAPS, dans sa stratégie, veut donner l'opportunité aux communautés de solutionner leurs besoins prioritaires. Nous, on pensait que c'est eux qui allaient dire « Ah, on veut construire une école, voilà ce qu'on peut faire pour vous ». Mais eux ont demandé à ce que nous-mêmes, on choisisse ce qu'on veut. Dès la mise en œuvre du projet, il y a eu plusieurs formations. Donc la direction du projet a initié plusieurs formations au cours desquelles des thématiques ont été développées. Donc c'est des thématiques portant sur les pratiques enseignantes, donc pour permettre aux enseignants de pouvoir s'approprier les outils nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre ce projet-là. Comme les enfants de Panzarani, ce sont 38 271 enfants qui ont bénéficié de l'intervention du projet dans 117 écoles maternelles communautaires et 183 classes pré-primaires dans les 6 régions de mise en œuvre depuis le début du projet. En plus du bâtiment et de la méthodologie particulière, le PAPS équipe les établissements en matériel didactique pour une meilleure formation. Voilà, ce sera tout pour cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa, votre télé utile. Merci, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et très bonne suite de programme.